Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin deux députés dans le grand entretien. Le premier député Renaissance de Paris, le second député LFI des Bouches-du-Rhône. Tous deux sont co-rapporteurs de la mission flash sur les entreprises pétrolières et gazières et celles du secteur du transport maritime qui ont dégagé des profits exceptionnels pendant la crise. On va traduire ça tout de suite en français. Vos questions, amis auditeurs, 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. David Amiel, Manuel Bompard, bonjour. 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 Soyez les bienvenus sur France Inter et merci de réserver à nos auditeurs la primeur de votre travail sur un sujet qui fait débat et même polémique depuis plusieurs mois, de manière aiguë depuis la guerre d'Ukraine. En cause donc les super profits de ces entreprises pétrolières, gazières, qui ont dégagé des profits exceptionnels pendant la crise. Après plusieurs semaines d'audition, vous présenterez le fruit de vos travaux devant la commission des finances à la fin de cet après-midi. Ce sera une communication orale pour commencer. Vos positions étaient divergentes, hein. Alors dites-nous déjà si vous avez pu trouver des points de convergence à l'issue de cette mission et si oui, lesquels? Par ordre alphabétique, David Amiel. Écoutez, effectivement, nous avons des positions divergentes avec Manuel Bompard sur l'économie, sur l'Europe, sur tout un tas de sujets. Et donc, les recommandations que nous ferons dans le cadre de cette mission seront différentes. Pour autant, nous avons pu travailler ensemble pour mener des auditions, récolter des informations et ainsi établir un certain nombre de chiffres, de faits, d'analyses objectives qui permettront ensuite à chacun de se faire un avis éclairé sur cette question complexe. Et je crois que c'est une bonne manière de travailler, même quand on n'est pas d'accord. Oui, alors vous n'êtes pas d'accord. Vous, David Amiel, vous disiez qu'une taxe n'était ni un totem ni un tabou, mais pas la solution miracle. De votre côté, Manuel Bompard, vous déclariez la France est en retard sur les deux autres pays européens quant à la taxation des super profits. Alors vous avez procédé à une quinzaine d'auditions, dont le patron de Total, Patrick Pouyanné, le patron de CMA, CGM, Rodolphe Saadé. Est-ce que vous avez été bousculé, et la question s'adresse à vous, Manuel Bompard, mais à vous deux, est-ce que vous avez été bousculé dans vos certitudes? Non, ça ne change pas ma certitude qui est qu'il y a effectivement des profits extraordinaires qui ont été réalisés dans cette période et qu'il me semble que c'est une mesure de justice assez élémentaire de dire que ces profits extraordinaires, ils doivent être mis à la contribution de la solidarité nationale. Maintenant, l'objectif de cette mission, et je pense que ça, de ce point de vue-là, ça a été réussi, c'est de mieux comprendre comment ces profits exceptionnels sont réalisés, à quel endroit, par exemple, si on prend l'exemple de Total, de la chaîne du pétrole, ces profits sont réalisés, quels pourraient être les dispositifs pour les mettre à contribution, quels sont les dispositifs qui ont été mis en place dans d'autres pays en Europe, lesquels pourraient être applicables en France, lesquels ne le sont pas. Voilà, c'est le travail de cette mission. Maintenant, le débat politique demeure entre nous, si vous voulez, sur la base de ce constat et d'éléments qui peuvent être des éléments de diagnostic partagés. Et aucun de vous deux n'a changé un peu son avis, n'a pensé contre lui-même. Vous êtes resté statique, quoi. On n'est pas statique. Je pense qu'on a fait évoluer notre réflexion à l'aune du contenu des auditions. Et mais vous, sur David le fond, Amiel, en ce qui me concerne, je reste favorable, bien évidemment, à la mise en place d'une taxe sur les superprofits en Statique, France. David Amiel, ou en mouvement, en marche? En marche, forcément, mais je crois que ce que les auditions ont permis de faire, et pour le coup je souscris à ce que vient de dire Manuel Bompard, c'est de pouvoir enrichir les propositions qu'on fait, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des déclarations de principe, des déclarations politiques, idéologiques, il s'agit de trouver aussi des mesures efficaces dans la période, et donc de pouvoir avoir ce travail précis, c'est ce que la mission a permis, On va venir aux préconisations dans quelques instants, mais tout de même, Bruno Le Maire avait fait sensation en déclarant fin août, vous le savez, aux journées de rentrée du MEDEF, les super profits, je ne sais pas ce que c'est. Et vous alors, est-ce que au terme de cette mission, vous savez exactement de quoi on parle? Ça a été l'un des objets de la mission que d'essayer de s'entendre sur une définition. Manuel Bompard, définition alors après ce travail-là. Il me semble qu'il y a un peu un consensus dans la communauté scientifique, mais surtout au sein de l'Union européenne, puisque vous l'avez dit, un certain nombre d'États et même la Commission européenne a proposé un dispositif de type taxation des superprofits sur le fait que pour définir ce qui pourrait être un superprofit, il faut prendre une période de référence. Par exemple, entre 2017 et 2019, le bénéfice moyen qui a été réalisé par les entreprises concernées. Et puis, il faut regarder si sur l'année qui vient de s'écouler, les bénéfices sont d'un niveau anormalement supérieur à cette moyenne. En ce qui me concerne, je considère par exemple qu'au-delà de 20 ou 25% par rapport à le bénéfice moyen qui a été réalisé sur une période de référence, on peut parler de super profit. 20%, c'est le taux qui a été mis sur la table par la Commission européenne sur le sujet. Et donc, je pense qu'on peut caractériser de cette manière des super profits. Vous êtes d'accord avec ça, David Amiel? C'est 20% de plus
ça c'est considéré comme des super profits? Je crois qu'il faut ajouter une précision en plus, qui est ce que la Commission européenne a fait, ce que d'ailleurs les autres pays européens ont fait quand ils ont abordé cette question-là, c'est qu'ils se sont concentrés sur des secteurs très particuliers, et notamment sur le secteur de l'énergie. La proposition de la Commission européenne qui a été faite vendredi ne concerne que l'énergie. Et je crois justement que, oui, il y a des profits exceptionnels actuellement réalisés, mais que le problème du terme de super profit, c'est qu'il mélange un peu tout. Chez les producteurs d'énergie en Europe, depuis d'ailleurs les raffineries de pétrole jusqu'aux énergies renouvelables, on a des situations de rente. C'est-à-dire qu'il y a des profits qui sont dégagés, qui n'ont rien à voir avec une stratégie d'investissement, avec des choix de la direction d'entreprise, avec une prise de risque, mais qui ont tout à voir avec une explosion des prix actuels. Mais Et par donc, exemple, pour cette Total, raison-là, prenez ils Total. doivent être restitués aux Européens. C'est la proposition de On la va- Commission on va y européenne et je venir. la soutiens. On va y venir, mais prenons l'exemple de Total. Au deuxième trimestre 2022, Total, le groupe français, a plus que doublé son bénéfice net à 5,7 milliards de dollars contre 2,2 milliards lors du même trimestre en 2021. Ça, c'est un super profit. Oui, je considère que par exemple dans le cas de Total Energy, il faut effectivement que Total soit mis à contribution. Et d'ailleurs, la proposition de la Commission européenne permettra de le faire. Elle est soutenue par la France. De votre côté, Manuel Bompard, vous voulez taxer les super profits de grandes entreprises au chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros, tous secteurs confondus, avec, je vous cite, une contribution proportionnée à l'ampleur des profits extraordinaires. Ça, c'est logique, hein. Cette idée qu'on trouve dans votre rapport était déjà portée par la NUP et Bruno Le Maire, à notre micro la semaine dernière, vous a vertement répondu. Ce que propose la NUP, c'est une taxation permanente. Ça concerne quasiment toutes les grandes entreprises du CAC 40 et beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire. Ce n'est pas les profits exceptionnels, c'est tous les profits. Ce n'est pas une taxation exceptionnelle, c'est une taxation permanente. Donc derrière cette supercherie se joue le taxer tout le temps tout le monde. Qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, j'observe qu'il a changé d'avis, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un mois, Bruno Le Maire, il disait qu'il n'y avait pas de super profit. Maintenant, il nous reproche de vouloir les taxer. Deuxièmement, contrairement à ce qu'il dit, il ne s'agit pas de taxer l'ensemble des entreprises. Vous l'avez dit vous-même, en tout cas dans la préconisation qui est la mienne, hein, qui n'est pas partagée, je pense, par David Amiel, il le dira, mais je ne veux pas parler à sa place. Ça concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros à l'année. Donc, vous voyez bien que ça ne concerne pas l'ensemble des entreprises. Et pour le reste, oui, j'assume de dire qu'en ce qui me concerne, même si le périmètre de la mission Flash concernait les entreprises énergétiques et les entreprises du secteur maritime, j'assume de dire qu'il me semble qu'une taxe sur les super profits aujourd'hui, elle devrait concerner l'ensemble de ce que j'appelle les super profits, c'est-à-dire tout secteur confondu. Pas seulement l'énergie, c'est ça que vous dites. Pas seulement Toutes les l'énergie. entreprises. Et d'ailleurs, peut-être qu'on y viendra, c'est une limitation en ce qui me concerne, je crois, par rapport au dispositif qui est mis en place à l'échelle européenne, qui ne concerne qu'une petite partie des secteurs, y compris plus réduite que celle que nous avons traitée dans le cadre de notre mission Vous Flash. êtes d'accord avec ça, David Amiel, ou pas? Je suis entièrement d'accord avec les propos de Bruno Le Maire que vous avez cités. Je crois justement qu'aucun pays européen, c'est ce que je disais à l'instant, n'a mis en place cette taxation sur l'ensemble de l'économie. Pourquoi ? Parce que dans le reste de l'économie, vous pouvez avoir une croissance de votre résultat de 6% par an, puisque c'est le seuil qui est retenu par la proposition de référendum qui a été faite par la NUPES, sans que ça ait quoi que ce soit à voir avec des rentes, des profiteurs de crise ou je ne sais quoi. C'est une entreprise qui a fait des bons choix d'investissement, qui a une innovation, qui a redressé une situation économique et je ne vois pas pourquoi on lui rajouterait par-dessus le marché une surtaxe. Je crois au Qu'est-ce que contraire, vous répondez à ça? je crois au contraire en d'abord, revanche que ces profits exceptionnels doivent servir à investir en particulier dans la transition écologique. On a des besoins massifs dans ce domaine et donc pour tout le reste de l'économie, la priorité ne doit être ni des super impôts, ni d'ailleurs des super dividendes, ça doit être des super investissements. C'est ça dont on a besoin pour l'emploi, pour l'activité et puis pour la planète. Vous n'êtes pas d'accord? Non, d'abord, je dis à David Amiel que il y a un certain nombre de pays européens qui ont mis en place des dispositifs qui vont au-delà du secteur de l'énergie. Je pense à l'Espagne notamment qui met à contribution le secteur assurantiel, le secteur bancaire. Donc il y a une possibilité d'aller au-delà des secteurs de l'énergie. Ensuite, contrairement, et je réponds par là même aussi à la suite du propos de Bruno Le Maire, je n'ai jamais parlé d'un dispositif qui soit un dispositif permanent sur l'ensemble des profits. Mais effectivement, nous avons posé le principe d'un dispositif qui pourrait se déclencher de manière automatique dans l'hypothèse où on génère des super profits. C'est-à-dire, si par rapport à une période de référence, on se retrouve avec des profits qui excèdent de 20 ou 25% les profits réalisés, alors le dispositif Il y a un effet se de mettrait seuil. Exactement. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce que ce type de dispositif a déjà été mis en place en France dans des périodes différentes, après la Première Guerre mondiale par exemple. Et si à chaque fois on perd 2 ans pour remettre en place un dispositif de cette nature, le problème c'est qu'un certain nombre de ces super profits vont nous échapper. Alors,
Prenons le cas particulier de Total. Le cas de Total est intéressant parce que Total, entreprise française, énergéticien, qui a fait des bénéfices records, on l'a compris. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Patrick Pouyanné, quand vous l'avez auditionné? Il vous a dit, moi, je paye 30 milliards d'impôts dans le monde cette année en 2022 contre 6 milliards en 2020 et 16 milliards en 2021. Donc en gros, je paye beaucoup plus d'impôts cette année dans le monde, mais dans le monde et pas en France. En France, il ne verse qu'entre 1,6 et 1,9 milliard d'euros au budget français. Et il dit, oui, je paye beaucoup moins d'impôts en France qu'ailleurs dans le monde, parce que mon activité en France, elle est déficitaire. Parce que l'activité en France, c'est le siège social, c'est la raffinerie, et ça ne gagne pas d'argent. Est-ce que c'est audible, ça, Manuel Bompard? C'est les explications de Patrick Pouyanné, du patron de Total. Bon, d'abord, l'activité ne sera pas déficitaire en France en 2022. On le sait déjà, d'ailleurs, il l'a dit lui-même, puisqu'il y a encore des raffineries détenues par Total en France et qu'il y a une marge de raffinage qui est importante. Et donc, il y aura des profits réalisés en France par le groupe Total, en particulier sur ces activités de raffinage. Là où vous avez raison, c'est que ce que dit Total, et ce qui semble effectivement être le cas, c'est que la marge de distribution de carburant, elle génère peu de profit. Pour le reste, moi, il me semble que pour autant, si Total vend du carburant en France, c'est bien parce que ce carburant a été raffiné dans la chaîne du pétrole, c'est bien parce que le pétrole a été extrait et que ces activités-là, elles ont généré du profit. Et il me semble légitime de dire qu'une partie de ce profit, réalisé y compris à l'échelle mondiale, doit être taxé en France. Et c'est pourquoi il y a un débat sur les préconisations qu'on peut mettre en place. J'ai parlé, c'est une des premières options que je mets sur la table, d'une taxation sur ce qu'on appelle l'assiette de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire les bénéfices qui sont réalisés à l'échelle nationale. Mais il y a aussi la possibilité, c'est le cas par exemple de ce qu'a fait l'Italie, d'asseoir une taxation sur les ventes qui, là, en l'occurrence, taxerait une entreprise comme Total, puisqu'elle vend ses carburants en France et qu'on taxe sur les ventes pour faire en sorte qu'une partie du profit réalisé à l'échelle mondiale soit effectivement taxée en France. C'est un peu technique, mais on essaye d'être clair. On a appris il y a quelques jours que Total Énergie allait verser un dividende exceptionnel de 2,620 milliards d'euros à ses actionnaires, le conseil d'administration souhaitant partager avec ses actionnaires les résultats de la compagnie dans ce contexte de prix haut. Manuel Bompard, vous avez trouvé cette annonce insupportable. Et vous, David Amiel, vous la comprenez? Je crois que dans la période, c'est ce que je disais à l'instant, la priorité doit être d'abord de partager la valeur avec les salariés. C'est pour ça que nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs à l'été. Je pense notamment à la prime de partage de la valeur, la prime Macron que nous avons pérennisée, et puis de pouvoir inciter ces entreprises à investir bien davantage dans la transition écologique. Donc oui, je pense effectivement dans la période, la priorité ne doit pas être ces super dividendes, ça doit être des super investissements. Je ferai d'ailleurs cet après-midi en commission des finances un certain nombre de propositions pour inciter les grandes entreprises à accélérer dans ce sens, parce qu'on ne fera pas la transition écologique sans les ouvriers, les cadres, les techniciens, les ingénieurs de ces entreprises. Il faut augmenter les salaires parce que les salariés de Total sont en grève aujourd'hui. Ils demandent 10% d'augmentation de salaire. Nous avons toujours défendu le partage de la valeur quand elle est créée entre les salariés et les détenteurs du capital. C'est la raison pour laquelle nous avons facilité la participation, l'intéressement, la prime de partage de la valeur depuis le mois de juillet. Ensuite, il y a un dialogue social au niveau de l'entreprise qui doit se dérouler. Une dernière question à l'un et à l'autre avant d'aller voir les auditeurs. Le chef économiste de la Banque Centrale Européenne, Philippe Lane, qui n'est pas franchement un gauchiste, dit que la bonne solution, c'est pas tant de taxer les super profits des entreprises, mais de taxer les plus riches. Voilà ce qu'il dit. Il dit aujourd'hui il faudrait une hausse des impôts sur les hauts revenus ou sur les industries et les entreprises qui sont très rentables malgré le choc énergétique. Voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous en pensez, David Amiel? Mais je pense que vous avez dit, c'est l'économiste de la Banque Centrale Européenne, donc il parle pour l'ensemble de l'Europe. La réalité, c'est que la France a un taux d'imposition qui est très élevé, encore par rapport, y compris à ses voisins européens. Prenons l'impôt sur les sociétés, par exemple, qui est payé par l'ensemble des entreprises françaises. Il était de 33% en 2017, nous l'avons baissé à 25%. Mais 25%, ce n'est pas en dessous des autres pays européens, c'est simplement la moyenne des pays européens. Et je crois que ce qui est très important en la matière, c'est de ne pas avoir des impôts beaucoup plus élevés que nos voisins, parce que sinon on encourage les délocalisations, et donc on perd à la fois en emploi, en activité et en recettes fiscales. C'est tout l'intérêt d'ailleurs d'avoir une contribution européenne, ce que nous avons toujours défendu depuis le mois de juillet, plutôt qu'une taxe seulement nationale. Manuel Bompard, la taxe les plus riches. Moi j'y suis. J'y suis favorable, mais je pense que après là c'est le débat qu'on a, j'imagine entre nous, mais le raisonnement que vous venez de présenter, c'est précisément le raisonnement qui a été présenté au moment où Emmanuel Macron a mis en place la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Et à ce moment-là, ça a été fait autour de l'idée que finalement les riches étaient trop imposés en France et donc ils partaient ailleurs. Et on a
s'attendait à un impact conséquent de cette suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, avec le retour d'un certain nombre de personnes qui s'étaient exilées. Aujourd'hui, plusieurs années après, les chiffres qui ont été compilés sur le sujet démontrent qu'on n'a pas eu un retour massif de Français qui seraient revenus en France parce que l'imposition sur les plus riches était insupportable pour eux. Donc oui, bien évidemment, je suis favorable au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune et à un impôt qui soit un impôt juste, c'est-à-dire qu'on contribue davantage quand on gagne davantage. Malheureusement, c'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Un mot, David Amiel, un mot. Non, je crois que la stratégie économique qu'on a mis en œuvre depuis 2017 a porté ses fruits, au sens où le chômage n'a jamais été aussi bas à 7,4% et où la France est le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements et donc pour la création d'activités et d'emplois. C'est un résultat historique. Allez, on file au standard. Bonjour Gilbert. Bonjour. On vous écoute. L'État donc a accordé une réduction de 10 centimes, je crois, par litre de carburant acheté. Et tout à l'heure, il a bien été rappelé que les profits se font parce que l'essence est vendue. Ces 10 centimes viennent des impôts que nous payons tous. Et ces entreprises font donc du bénéfice grâce aussi à ces 10 centimes. 10 centimes que nous payons tous, même ceux qui sont très riches. Et là, dont nous profitons tous, entre guillemets, même ceux qui sont très riches, mais que nous payons tous par nos impôts. Pas totalement illogique. Oui, Gilbert, merci pour cette question. Manuel Bompard. Je suis bien évidemment d'accord avec ce que vient de dire Gilbert. Je veux dire sur ce sujet qu'il y a eu un débat, y compris dans le cadre de notre mission, et c'est un débat qui existe dans le périmètre politique aujourd'hui. C'est l'idée de certains disent non, il ne faut pas de taxation sur les super profits parce qu'il faut laisser les entreprises faire des gestes volontaires. Ça a été l'argument de Bruno Le Maire, notamment cet été. J'observe plusieurs choses sur ce sujet. Premièrement, qu'un certain nombre de distributeurs d'électricité se sont plaints par le fait que la disposition unilatérale de l'entreprise Total sur le sujet, elle crée une distorsion de concurrence en quelque sorte et que ça pose des problèmes de perturbation du marché. Deuxièmement, que la ristourne volontaire accordée par le groupe Total, elle est estimée pour Total à un coût d'environ 500 millions d'euros, alors que vous l'avez dit tout à l'heure, Total a généré sur le premier semestre de l'année 2022 plus de 10 milliards d'euros de profit. Donc vous voyez bien que le dispositif volontaire, ça peut pas être une solution acceptable pour les législateurs qui doivent mettre en place des taxations obligatoires. David Amiel, un mot rapide et le standard à nouveau. Oui, d'abord en réponse, la mesure du gouvernement de baisse de 30 centimes du prix à la pompe n'a pas permis à Total Energy de gagner de l'argent puisqu'ils ont rajouté eux-mêmes une ristourne qui, Emmanuel Bompard vient de rappeler le chiffre, leur a fait perdre 500 millions d'euros et chacun a pu en voir le résultat depuis le 1er septembre. Après, je suis un peu étonné de voir Emmanuel Bompard défendre la rentabilité des concurrents de Total Energy. Je crois qu'au contraire, dans la période, il faut plutôt inciter l'ensemble des entreprises à faire des gestes immédiats pour le pouvoir d'achat. Je crois que c'est ça dont nous avons besoin. Mais ça, c'est un débat intéressant, David Amiel, parce que précisément, le fait de mettre en place une taxe sur les super profits n'empêche pas à des entreprises de reverser de la valeur qui est créée dans l'entreprise, puisque dans ce cas-là, ses bénéfices seront plus faibles et donc à partir du moment-là, elle échappera à la taxation sur les super profits. Olivier, au standard, bonjour, bienvenue. Bonjour, je voudrais vous poser une question qui concerne plutôt M. Bompard. Alors j'aurais voulu revenir sur une remarque qu'a faite Guillaume Roquette plus tôt. Il a dit que les actionnaires des entreprises prenaient quand même des risques et qu'ils peuvent aussi perdre de l'argent. Mais quand ils touchent l'argent, quand ils ont des dividendes, ne le méritent-ils pas? Vous ne parlez jamais des entreprises qui font perdre de l'argent à leurs actionnaires. Pourquoi? Je pense qu'à la France Insoumise, vous êtes très pusillanime, sinon assez lâche. Merci, au revoir. Merci Olivier. Alors c'était effectivement en référence à la chronique en toute subjectivité de Guillaume Roquette tout à l'heure qui pointait le fait que les actionnaires prennent aussi des risques. La question vous est adressée, Manuel Bompard, la réponse D'abord, ce que je veux dire, c'est que contrairement à ce qui a été indiqué à l'instant, quand il y a des moments plus difficiles pour les entreprises, l'État, les pouvoirs publics, ils participent pour faire en sorte que ces entreprises puissent passer ces moments difficiles. On vient de vivre une situation, la période du Covid, où heureusement qu'il y a eu du chômage partiel, heureusement qu'il y a eu des dispositifs de soutien public pour aider ces entreprises à passer des moments plus difficiles. Donc à partir du moment où on les aide dans les moments difficiles, il me semble normal que dans les moments qui soient plus favorables, ces entreprises, elles contribuent à la solidarité nationale. Je ne pense pas que ça revienne à nier la prise de risque. Mais cette prise de risque, elle doit être raisonnable. On a atteint cette année un record de dividendes, plus de 34%. C'est insupportable. Bon, comme on vous a tous les deux à ce micro ce matin et que va s'engager l'autre grand chantier qu'est la réforme des retraites, David Amiel, vous avez 1 minute pour convaincre Manuel Bompard de l'utilité de cette réforme.
Alors je crois que j'aurais du mal, même en 4 heures, à convaincre Manuel Bompard de l'utilité de cette réforme. Ça va durer longtemps Il y a une, au Parlement. Mais en une minute. Non, plus sérieusement, on a une urgence de finances publiques sur la question des retraites. Il y aura un déficit de 12 milliards d'euros en 2027 d'après les prévisions du corps. Et puis on a une urgence sociale qui est de pouvoir augmenter la retraite minimale pour ceux qui aujourd'hui gagnent trop peu après une vie entière de travail. Pour y répondre, il y a plusieurs façons de faire. On pourrait baisser les pensions, mais ça je crois que personne ne le propose. On pourrait cesser d'investir dans les services publics pour aller financer le déficit des retraites. Mais il faut voir que 12 milliards d'euros, c'est énorme, c'est l'équivalent du budget de la justice. On peut augmenter les impôts, ce sera probablement la proposition de Manuel Bompard, ou bien on peut effectivement demander à ceux qui le peuvent de travailler davantage, et c'est la ligne que nous défendons pour notre part. Convaincu, Manuel Non, Bompard? de mon point de vue, il n'y a aucune justification économique au report de l'âge de départ à la retraite. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été publié il y a quelques jours démontre qu'aujourd'hui, à la date à laquelle nous parlons, le dispositif de retraite en France est excédentaire. Donc il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de reporter l'âge de départ à la retraite. D'autant plus que vous savez très bien qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 2 tiers des Français qui, au moment où ils arrivent à 60 ans, sont déjà au chômage. Et donc, en fait, vous n'allez pas faire d'économie puisque vous allez transférer les gens d'une caisse à l'autre. Question d'actualité pour terminer à l'un et à l'autre. D'abord, on l'a appris hier, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire MSC. Il reste à son poste. Le garde des Sceaux a été renvoyé hier aussi devant la Cour de justice de la République. Il reste également à son poste. Est-ce que c'est normal, pas normal? Manuel Bompard. En ce qui concerne M. Dupond-Moretti, il me semble que ça pose une difficulté puisqu'il est ministre de la Justice et que donc c'est un petit peu difficile que la personne qui est ministre de la Justice, donc qui est en charge de l'administration judiciaire, soit aussi sous l'objet d'une enquête. Donc là, il me semble qu'il y a une difficulté. En ce qui concerne... devrait démissionner. Olivier Faure dit ce matin qu'il doit démissionner. Moi, je pense que ce serait une décision qui serait une décision raisonnable, effectivement. Sur Alexis Kohler? Sur Alexis Kohler, le sujet est un peu différent. Il n'est pas ministre de la Justice, c'est un proche conseiller du président de la République. Il est mis en examen. Bon, il me semble que la justice doit pouvoir faire son travail. Ensuite, elle doit prendre une décision. David Amiel? Ouais, vous savez, moi, sur ces questions-là, de manière générale, je crois qu'il y a une séparation de l'ordre politique et de l'ordre judiciaire. Moi, je suis député, je travaille sur la loi avec des collègues d'opinions différentes. Je ne commente jamais par principe des procédures judiciaires en cours. Quand ça concerne... Non, mais je vous le dis, quand ça concerne... Vous dites qu'il y a une frontière entre l'ordre judiciaire et l'ordre politique. Dans le cas d'Éric Dupond-Moretti, ça pose la question, parce qu'il est à la fois ministre de la Justice et c'est très important. judiciaire. C'est très important pour la démocratie. Que je ne le commente pas quand ça concerne mon parti politique. Je ne le concerne pas quand ça concerne mes amis. Et j'ai pour Alexis Kohler une immense estime. Et je ne le commente pas non plus quand ça concerne mes adversaires politiques ou des partis d'opposition. Vous m'avez jamais entendu sur ces sujets. Adrien et vous ne m'entendrez jamais. Son ex-épouse, ou femme presque ex-épouse, a déposé une plainte officiellement hier. Est-ce qu'il peut rester à l'Assemblée nationale? Oui, je le crois. En ce qui me concerne, il me semble que l'élément que vous évoquez n'apporte aucun élément nouveau sur le fond de cette affaire. On sait juste que manifestement, les mains courantes ont été reconverties ou transformées en plainte. Est-ce qu'il doit rester dans votre groupe, la France Insoumise? Dans le groupe? Je réponds très clairement. Nous en avons discuté. Aucun des députés de la France Insoumise n'a demandé le retrait d'Adrien Quatennens, ni du groupe, ni de sa fonction parlementaire. Donc il reste député et à la France Insoumise. Vous n'avez rien à en dire, vous non plus? Même réponse, je n'ai pas à commenter. Très bien. Dernière question, Julien Bayou s'exprime dans Le Monde ce matin. Il estime que Sandrine Rousseau est allée trop loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça les regarde. Moi, j'ai pas envie de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais en tout cas, il me semble que sur ce type de sujets qui font l'actualité depuis maintenant plusieurs semaines, il faut faire attention à avoir un traitement des problèmes de violence sexistes et sexuelles qui soit conforme à l'état de droit. Et donc, l'état de droit, c'est un certain nombre de principes qu'on ne peut pas contourner. David Amiel, un mot sur le sujet? Sur ce dernier point, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Manuel Bompard, et je crois justement que notre rôle comme député n'est pas de rajouter de la confusion à la confusion. David Amiel, Manuel Bompard, merci à tous les deux Merci d'avoir à vous. été à notre micro ce matin. Il est 8h46.